Bonjour à toutes et à tous. Le thème traité dans le cadre de cette petite conférence, acheter son immobilier d'entreprise, bonne ou mauvaise idée. Donc cette conférence vient dans le prolongement de la conférence qui a été traitée ce matin sur louer son immobilier d'entreprise par maître Anis Bellois. Donc on verra dans un premier temps s'il est judicieux ou pas d'acquérir son immobilier d'entreprise et si on décide de l'acheter, quelle est la meilleure manière de faire son acquisition. Alors tout d'abord, faut-il acquérir son immobilier d'entreprise? C'est une vaste question et on va tout d'abord faire un rapide état des lieux. Nous verrons ensuite les impacts de la crise sanitaire sur le secteur de l'immobilier d'entreprise et de l'immobilier de bureau et quelle stratégie à l'heure du télétravail adopter par rapport à l'immobilier de son entreprise, de son exploitation. Voilà, quels sont les types de locaux qui sont les plus prisés maintenant, voilà, comment doivent-ils être pour attirer les collaborateurs et enfin on parlera de tiers-lieux ou de coworking. Voyons tout d'abord, et puis dans un deuxième temps, pardon, je suis un petit peu vite, nous verrons comment optimiser son acquisition avec des notions telles que la SCI, le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. Et on verra également, enfin, quelques autres moyens de détenir ou de financer son immobilier d'entreprise. Voilà, et une petite conclusion également, on verra en quelques mots quels peuvent être les impacts potentiels de la guerre actuelle en Ukraine. Voilà. Alors, reprenons dans l'ordre des questions. Tout d'abord, un petit état des lieux rapide. Donc après 2 ans de l'explosion de la crise sanitaire, de la pandémie, l'immobilier d'entreprise a ajusté ses surfaces, d'une part, et également on a vu une anticipation de l'évolution des usages et des concepts en matière d'immobilier d'entreprise. En 2020 est une année, on peut dire, catastrophique en matière d'immobilier d'entreprise et de bureaux, c'est l'année la plus catastrophique depuis 20 ans, puisqu'elle a subi une baisse de 33% des investissements en matière d'immobilier d'entreprise et 48% de baisse des prises à bail, donc des locations en moins. Donc CF télétravail et puis les jauges qui ont été imposées. En 2021, cette année 2021, l'année précédente, a été en demi-teinte. L'investissement en immobilier de bureau a été encore à la baisse de 8%. En revanche, les demandes de bureaux, quant à elles, ont été à la hausse de 32%. Et avec un dernier trimestre 2021 qui était très prometteur. Donc on s'est dit 2022 va commencer sous les meilleurs auspices. C'est plutôt le cas, mais avec quelques inquiétudes, puisqu'on voit bien, on en reparlera en fin d'intervention si j'ai un tout petit peu de temps, avec la crise ukrainienne, l'augmentation des taux qui pointe, il y a quelques petites inquiétudes sur le sujet. Alors, quels sont les impacts réels de la crise sanitaire? Alors, je suis parti d'un petit sondage qui avait été fait avec quelques chiffres clés qui montrent un petit peu la manière dont on doit réorganiser le travail et donc indirectement son immobilier d'entreprise. Tout d'abord, 56% des Français disent avoir travaillé aussi bien, pour ceux qui ont télétravaillé, voire mieux, à distance. 65% considèrent qu'ils souhaitent se rapprocher de leur lieu de vie, travailler mais plus proche de leur lieu de vie pour ceux qui ont du déplacement. En revanche, et c'est important aussi, presque 60%, 59% ont peur de perdre la culture de leur entreprise, à force d'être à distance, de ne pas être dans l'énergie de l'entreprise et de perdre la culture de l'entreprise. 32% eux considèrent quand même que les conditions matérielles donc de bureau les attirent sur leur lieu de travail. Et à peu près un tiers également ont envie de revoir leurs collègues. Et oui, quand même. Donc il y a quand même une réflexion à avoir entre le télétravail, mais aussi le présentiel, pour garder cette énergie et le lien entre les collaborateurs. Donc la stratégie à adopter, il y a 4 grandes tendances en matière d'immobilier d'entreprise nouvelles. La première, c'est qu'il faut avoir des locaux plus flexibles, plus mixtes. Donc on pense notamment à des espaces modulaires, des espaces conviviaux et des immeubles multidestinations. Donc des immeubles où à la fois on va mélanger. Alors on voit, c'est l'exemple avec la tour qui est non loin d'ici, la tour Éclat de Jean Nouvel, qui est en pleine construction, qui devrait se terminer en juillet. En sortant, vous regarderez, qui va mêler à la fois des commerces, des bureaux, des lieux de vie pour essayer d'attirer les collaborateurs sur les sites. Des locaux plus ouverts,
et plus vert également, avec les notions de développement durable, de marque employeur. Les entreprises, les grosses entreprises ont envie de montrer des locaux avec de la verdure, des espaces conviviaux. Et puis pour raconter un peu leur histoire aussi, ce qu'on appelle le storytelling. Hein, l'immeuble de l'entreprise parle aussi de l'entreprise en lui-même. Bureau, mais c'est aussi pour les locaux commerciaux. On voit des locaux commerciaux de plus en plus lookés, verts et agréables. Troisième tendance, moins de surface, plus de services. Par exemple, en 2021, on a vu qu'il y avait une forte demande, mais une forte demande beaucoup plus sur les petites surfaces. Donc moins de mètres carrés, mais mieux utilisés. Hein, c'est un peu la tendance. Il faut savoir que le poste immobilier dans les entreprises est la deuxième source de coûts. Hein, l'entretien de l'immobilier, l'acquisition de l'immobilier d'entreprise. Donc c'est un vrai sujet. Comment faire avec moins de mètres carrés aussi bien et s'adapter aux nouvelles demandes. Et dernière stratégie, dernière grande tendance, c'est la satellisation des espaces avec des tiers-lieux. Hein, on voit de plus en plus d'espaces de coworking qui se créent pour réduire la distance entre les bureaux et les lieux de vie des collaborateurs. Donc le coworking présente des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est plus de flexibilité. On n'est pas obligé d'être tenu par un bail commercial, un bail 369. Je réfère à la conférence de ce matin que vous pourrez réécouter éventuellement en replay si vous n'y avez pas assisté. Les remèdes, c'est un remède également à isolement des télétravailleurs, mais également isolement des indépendants. Et pour les indépendants, c'est également des lieux d'échange, hein, puisqu'il y a plusieurs types d'entreprises qui sont sur place. On se crée un réseau. Donc ça répond bien aux nouveaux besoins des générations, notamment les générations Y, hein, qui ont besoin d'avoir du contact, de rencontrer des gens. Par contre, il y a des inconvénients aussi. Ce sont souvent des lieux qui sont bruyants, mais également des lieux où il y a des problèmes de confidentialité et de secret professionnel. Et enfin, quand on développe son entreprise, qu'elle commence à prendre un peu d'importance, les espaces qu'on va trouver en coworking ne vont pas être adaptés pour accueillir 10, 15, 20 collaborateurs. Donc le coworking ne se substitue pas, et ça c'est la conclusion qu'il faut faire sur cet aspect, faut-il acquérir son immeuble d'entreprise, ça ne se substitue pas au local professionnel. Hein. L'immobilier traditionnel a encore de forts atouts. Hein, voilà. Donc ça c'était pour cette première partie, pour l'état des lieux et un petit peu les nouvelles tendances en matière d'immobilier de bureau. Voyons maintenant. On va partir du principe que vous avez décidé d'acheter votre immobilier d'entreprise, votre entrepôt, vos bureaux, votre local commercial, votre local de production. Et alors, on va se poser la question, comment on va l'acheter, hein, quelle est la structure la mieux adaptée? Donc, c'est bien important de comprendre, c'est pas partir sur une idée en se disant c'est une SCI ou j'achète par mon exploitation, par ma société à responsabilité limitée ou ma SAS. J'achète en nom propre, il ne faut pas partir de la fin, il faut partir de l'objectif. Quel est l'objectif? Et donc là, il peut y avoir des dizaines d'objectifs, chacun a son propre objectif. Est-ce que l'objectif, ça va être par exemple de se créer un patrimoine immobilier, hein, un patrimoine immobilier pour le transmettre plus tard? Est-ce que c'est créer un patrimoine immobilier pour avoir une retraite plus tard? Est-ce que c'est pour faire une plus-value? On se dit voilà, là on sent que c'est un local qui est bien placé, je l'achète, je sécurise mon exploitation, mais peut-être que plus tard, quand il sera trop petit, je le revendrai plus cher. Voilà. Pour capitaliser, pour optimiser fiscalement, optimiser son loyer par exemple, hein, en fonction de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, je le redirai tout à l'heure, on va avoir une fiscalité qui peut être plus ou moins avantageuse. Également, on peut également acheter son immobilier d'entreprise dans un but de protection des créanciers. On va le séparer de l'exploitation, de telle sorte que si l'entreprise va mal, si l'exploitation va mal, si la concession automobile prend le bouillon, l'immobilier est à part, dans une SCI par exemple, société civile immobilière, il va pouvoir être mis à l'écart, à l'abri des créanciers en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, on va se poser la question, on achète notre immobilier d'entreprise, on a déterminé notre objectif, mais comment on l'achète? Est-ce qu'on l'achète à titre professionnel, c'est-à-dire au bilan de son entreprise, par son commerce, par sa SARL, par sa SAS, ou est-ce qu'on va l'acheter dans son patrimoine privé, en nom propre ou par SCI? Alors, trois grands critères de sélection, si on veut un peu résumer les choses. L'intérêt de l'acheter par son patrimoine d'exploitation, par son entreprise d'exploitation, son commerce, sa concession automobile pour reprendre l'exemple, c'est notamment d'avoir vis-à-vis des créanciers un gage, une certaine certitude, une solidité à l'entreprise. Elle est propriétaire de son fonds de commerce, mais également est propriétaire de son immobilier. Donc ça, c'est un élément important, ça donne une garantie pour les créanciers, mais également une garantie de crédibilité vis-à-vis des créanciers. Alors qu'en patrimoine privé,
l'avantage, je disais, c'était de le mettre à l'écart des créanciers de l'entreprise. Donc ce sont deux objectifs qui sont tout à fait différents. Et deux critères de choix. Si l'immobilier est dans le patrimoine de l'entreprise, de l'exploitation, ça peut faciliter le financement. A l'inverse, si on le met à l'écart, on va plutôt raisonner pour avoir des revenus pour sa retraite. Si on le prend en SCI, on va plutôt se dire, on le met à l'écart. Pour ses vieux jours, on rembourse. La SCI va louer à son exploitation, on va rembourser le prêt avec les loyers, puis plus tard, on en sera propriétaire pour ses vieux jours. Et puis également, sur le plan de la fiscalité, on va plutôt mettre l'immobilier au bilan lorsqu'on a des enfants qui vont reprendre l'exploitation plus tard, le boulanger qui va transmettre à son fils par exemple, et plutôt en SCI lorsqu'on a des enfants qui ne sont pas repreneurs, en se disant plus tard, quand je serai décédé et que j'aurai transmis mon exploitation, l'immobilier, les enfants profiteront des revenus plus tard. Oui, alors on va peut-être traiter, là, je traiterai à la fin votre question sur le changement de destination. Je vais dérouler, puis à la fin on prendra un petit temps pour les questions et je reviendrai dessus. Voilà, dernier point, c'est est-ce qu'il faut mieux acheter, si on dit on achète en patrimoine privé pour séparer de l'exploitation mes bureaux, mon exploitation, mon entrepôt, est-ce qu'il faut mieux l'acheter par une SCI ou en indivision? Le gros avantage de la SCI, ça va être d'éviter le problème de l'indivision. Si j'achète en nom propre mon local commercial, que je décède, je vais avoir plusieurs enfants, plusieurs héritiers, ou plusieurs, mon conjoint, plusieurs. Et ce qui fait que s'ils ne sont pas d'accord, tout va être bloqué parce que le principe en matière d'indivision, c'est l'unanimité. Il y a une exception visée par le Code civil, mais qui est dure à mettre en œuvre. Il faut retenir que le principe, lorsqu'on est plusieurs en indivision directement en nom propre sur un bien, il faut être d'accord pour vendre, il faut être d'accord pour louer au titre d'un bail commercial. Donc il peut y avoir des éléments de blocage. En SCI, on fonctionne avec des règles de majorité qu'on détermine. D'ailleurs, en plus, en SCI, on peut déterminer une grande souplesse dans les statuts. Donc on peut vraiment déterminer la règle en la matière. Donc c'est très important, si on choisit la SCI, de bien rédiger les statuts et de prendre conseil auprès du juriste habituel, le notaire ou tout autre juriste qui suit votre entreprise, pour bien qualifier l'objet social, bien le déterminer, qui est gérant, est-ce qu'il y a un agrément, si je veux faire rentrer quelqu'un, est-ce que je peux faire rentrer n'importe qui, ou est-ce que je ferme un peu cette société? Donc il y a pas mal de questions à se poser. Après va se poser la question du régime fiscal. J'ai acheté mes bureaux par une SCI, par une société civile immobilière, je loue à ma société d'exploitation et ma SCI, est-ce qu'elle va être à l'impôt sur les sociétés ou est-ce qu'elle va être à l'impôt sur le revenu? Pour faire très simple, parce que c'est assez compliqué comme domaine, et c'est du cas par cas, mais pour faire très simple, on va avoir une fiscalité qui va être plus lourde pendant la période de remboursement du prêt lorsqu'on achète par une SCI à l'impôt sur le revenu. On va avoir des revenus en revenus fonciers, on peut être fiscalisé si vous êtes en tranche marginale avec les prélèvements sociaux jusqu'à 59%, presque 60% du revenu. Bon. En revanche, lorsqu'on vend à long terme, au bout de 30 ans, on n'a pas de plus-value. À l'inverse, à l'impôt sur les sociétés, on a depuis le 1er janvier de cette année un taux qui a diminué, on va être imposé à 25%. Donc c'est mieux que 59%. Et on va pouvoir également être imposé après avoir amorti le bien. C'est-à-dire que le bien, à l'impôt sur les sociétés, comme quand vous achetez un bureau pour votre entreprise, vous allez pouvoir l'amortir fiscalement, c'est-à-dire faire une sorte de petite perte fiscale chaque année qui va diminuer votre résultat et donc diminuer votre imposition. Voilà. Par contre, quand on revend, comme on a amorti le bien, on a fait une économie d'impôt sur les sociétés, mais quand on revend, du coup on ne part pas du prix d'achat, on part de la valeur au bilan, la valeur qu'on appelle la valeur nette comptable. Donc on va payer plus cher à la sortie. Voilà, parfois on n'a pas le choix, c'est-à-dire que si on a un gros loyer, on ne peut pas, c'est pas tenable à titre personnel. Donc on est obligé d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc on se dit qu'on ne va pas trop payer pour le fonctionnement, pour le remboursement du crédit, puis on paiera plus à la sortie. Bon. Il faut savoir que dans tous les cas, les impôts nous attendent un peu au tournant, mais quand même vous aurez capitalisé évidemment pendant le fonctionnement. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'imposition SCI, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Juste une petite parenthèse sur l'impôt sur les sociétés. Je vous disais 25%. 25%, c'est lorsque on a des bénéfices sur la SCI qui sont supérieurs à 38 120 euros. En deçà, on a un taux à 15%. Vous voyez que le taux moyen, en général, on va se retrouver autour de 20%. Ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus confiscatoire quand on sait qu'on a amorti avant le bien, ce qui fait qu'on va avoir un résultat quand même qui va être sensiblement diminué, en tout cas en période de remboursement.
quelques autres modes de détention. Alors, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que j'aurais laissé un petit peu de place pour les questions. Donc impôt sur le revenu, impôt sur la société, on a traité ça. Voilà, les autres modes de détention. Le bail à construction, c'est juste que vous ayez ça en tête. Quel est le principe du bail à construction? On va avoir un propriétaire du terrain, qui est appelé bailleur, qui va faire un bail à construction, donc un bail, à un preneur, qui est le locataire, qui est la société d'exploitation, et c'est la société d'exploitation qui va construire. Elle va construire le bâtiment dessus. Donc le loyer va être faible, puisque c'est la société qui supporte la construction. D'accord. En revanche, à la fin, donc c'est un bail qui est conclu entre 18 et 30 ans. En général, on va jusqu'à 30 ans, parce qu'au bout de 30 ans, il n'y a plus de fiscalité. Lorsqu'on dépasse 30 ans, le propriétaire du terrain peut devenir propriétaire du local. Donc si vous êtes propriétaire de votre terrain, vous louez à titre de bail à construction à votre SARL ou votre SAS qui va construire le bâtiment. Au bout de 30 ans, vous redevenez en tant que propriétaire du terrain, propriétaire du bâtiment. Donc ça permet de faire financer la construction par la société. Donc s'il y a de l'argent dans la société mais que vous voulez être propriétaire à terme, ça peut être un bon moyen. Autre moyen, c'est le crédit bail immobilier. Alors là, vous êtes un petit peu juste financièrement et vous voulez faire financer le prix et les frais. Et bien, en fait, ce n'est pas vous qui allez acheter le bien, c'est le crédit bailleur. C'est le principe du crédit bail, c'est lui qui va acheter votre bâtiment professionnel à votre place. Vous allez payer une redevance tous les mois en tant que crédit preneur. Donc, votre SCI ou votre société d'exploitation. Si c'est votre SCI, elle va sous-louer à la société d'exploitation. Si c'est la société d'exploitation, c'est elle qui est crédit preneur. Elle va pouvoir fiscalement, c'est assez intéressant parce qu'elle va pouvoir tout déduire, toutes les échéances de la redevance, y compris la valeur du terrain, au titre des redevances. Par contre, quand on lève l'option, c'est comme quand vous achetez une voiture en crédit bail, quand vous levez l'option de votre crédit bail, là, la fiscalité est assez lourde. Donc, et ça vous permet quand même de pouvoir acheter alors que parfois vous ne pouvez pas acheter. Alors il y a des grosses sociétés qui ont ce modèle économique-là, qui font des crédits beaux et à la sortie qui deviennent propriétaires. Puis il y a aussi, moi je vois bien des clients chefs d'entreprise qui vont dire je fais un crédit bail parce que le banquier ça le rassure, il est propriétaire du bien. Il ne veut pas tout me financer, donc s'il est propriétaire c'est différent parce que sa meilleure garantie c'est d'être propriétaire. Et puis à la fin, j'en deviens propriétaire. Voilà. Et j'ai une fiscalité assez légère pendant le fonctionnement du crédit bail. Donc c'est un autre moyen qui peut vous aider à acquérir quand vous êtes un peu ric-rac sur votre budget. Vous pouvez entendre également parler de l'usufruit temporaire. Donc c'est l'idée où là on va avoir la société d'exploitation qui va acheter en usufruit le bien immobilier. Donc elle va pouvoir avoir l'usage du bien sans payer le loyer, puisqu'elle achète le droit de l'occuper. Et puis la SCI va acheter la nue propriété. Je vous en parle, c'est un montage un peu compliqué, qui a perdu un peu de son intérêt depuis une loi de finances qui date de 2012, loi de finances rectificative, mais on peut vous en parler, donc il faut avoir ça en tête, c'est un montage qui existe. Donc la SCI, le nom propre, la société d'exploitation, le bail à construction, le crédit bail, l'usufruit temporaire. Également, pour vous aider à financer, il peut y avoir le crowdfunding. Donc là, vous avez dû entendre parler de ça. Vous n'avez pas assez de sous. Donc là, vous demandez un emprunt alors le crow, ça veut dire la foule, à une foule d'investisseurs qui va vous aider à boucler votre financement. Bon. Ça, c'est pas mal pour financer votre projet d'entreprise en tant que tel. Pour les murs, ça ne se fait pas trop. Ça se fait plutôt pour les promoteurs immobiliers sur des opérations ponctuelles où vous prêtez de l'argent aux promoteurs et vous avez un intérêt à la sortie au bout de 18 ou 20 mois quand le programme est construit. Et puis enfin, je voulais en parler rapidement, on entend parler de tokenisation, c'est la mode. La tokenisation, c'est ce qu'on appelle les jetons numériques. C'est une représentation numérique d'un actif par une blockchain. Évidemment, on représente par un jeton un actif réel, alors physique ou numérique, qui peut être une œuvre d'art, une action de société ou pourquoi pas un immeuble. La seule chose, c'est que par cette tokenisation, vous ne devenez pas vraiment propriétaire de votre immobilier d'entreprise. Votre immobilier d'entreprise, vous n'en avez qu'une fraction. C'est comme si vous achetiez des parts d'une société, comme si vous achetiez des parts d'une SCI. Donc, c'est un moyen d'investissement éventuellement. De toute façon, la réglementation n'est pas très fixée pour le moment, mais ce n'est pas un moyen vraiment pour être propriétaire et maîtriser votre immobilier d'entreprise. Je vous en parle aussi parce que ça va un peu dans tous les sens. Donc, ce n'est pas forcément le bon moyen pour être propriétaire de son immobilier d'entreprise. Donc pour conclure, avant de laisser un tout petit peu de temps en question, l'immobilier d'entreprise, ça peut être une bonne idée de l'acheter si ça répond à un besoin. Il faut bien l'étudier et bien ajuster ses surfaces à son besoin.
les impacts de la guerre en Ukraine, je vous ai dit que je terminerai là-dessus. Le marché immobilier, on l'a vu, il a connu en immobilier de bureau en 2021, l'année a été correcte, mais la crise ukrainienne menace un peu de cette dynamique positive avec une hausse des prix de l'énergie, des matières premières, il suffit d'allumer sa télé, et une hausse progressive des taux d'intérêt. Donc pour l'instant, donc il y a une certaine incertitude, pour l'instant ça tient, donc les taux sont encore bas. Donc je dirais allez-y peut-être maintenant pour l'acheter, pour acheter votre entreprise parce que voilà, tout se tient pour le moment encore bien. Le marché est assez solide, mais voilà, il peut y avoir évidemment, s'il y a une grosse montée des taux, on va se retrouver avec des acquéreurs qui vont avoir du mal à se faire financer. Voilà, merci de votre attention. Je vais répondre déjà à la première question. La première question, c'était j'achète mon immobilier d'entreprise et finalement, plus tard, je veux faire autre chose, je veux changer la destination de cet immobilier. Alors, c'est possible. Alors, pour le coup, si vous l'achetez au bilan de votre entreprise, ça n'a peut-être plus trop lieu d'être au bilan de votre entreprise. Je veux dire, si vous êtes concessionnaire automobile, pour reprendre le même exemple, en faire de l'habitation au bilan de votre SARL, on sent que ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faudra peut-être plutôt le sortir du bilan. En revanche, si vous l'avez sur une SCI, pourquoi pas? Il faut simplement avoir les autorisations d'urbanisme nécessaires. Hein. Voilà, pour changer la destination, il faut avoir les autorisations nécessaires. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais peut-être me promener parce que je ne vous entends pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'immobilier d'entreprise? Oui, madame. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris le crédit bail. Alors, le crédit bail, c'est une manière pour un crédit bailleur qui est un banquier en fait. Hein, c'est un banquier, mais lui, il ne va pas vous faire un prêt pour que vous achetiez vous le bien. Il va lui-même acheter le bien à votre place. Mais vous allez, pour le remercier, pour le rembourser son investissement avec les intérêts, vous allez payer une redevance tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, selon la périodicité qui est définie. Et à la fin, vous avez une option d'achat. Donc en général, à la fin, on achète pour l'euro symbolique, mais parfois, si la durée est plus courte, pour plus cher, parce que vous avez déjà payé votre local en fait. Mais le banquier, il en reste propriétaire, et quand vous avez tout payé, vous pouvez dire, ok, maintenant j'en deviens propriétaire, je mets le dernier euro symbolique. Et là, du coup, le bien devient votre propriété, soit de votre SCI, soit de votre société d'exploitation. Comme pour une voiture ou comme un crédit bail d'un photocopieur. Vous achetez le banquier vous finance votre photocopieur, vous le payez tous les mois, à la fin, vous pouvez devenir propriétaire ou pas. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais juste une question concernant les... Alors, je m'entends, pardon. Est-ce qu'il faut des apports pour accéder au crédit bail et est-ce qu'il y a des conditions aussi pour pouvoir accéder au crédit bail? Alors déjà, pour répondre sur le crédit classique, en général, le banquier vous demande un apport. Alors ça dépend. Si vous êtes très bankable, comme on dit, il ne vous demandera pas beaucoup d'apport. Sinon, il vous demandera, en général, il demande un petit 20%, au moins les frais de notaire, plutôt les frais de publication hein, de l'acte, les frais fiscaux, et parfois un apport supplémentaire qui peut être de 20% de l'investissement. Donc si vous ne pouvez pas le faire, du coup, le crédit bail peut être un bon moyen. Et le crédit bail, lui, le crédit bailleur, comme c'est lui qui achète, il peut tout vous financer. Le prix et les frais. Évidemment, il faut que le projet lui convienne. Il faut que derrière, une société qui soit solide, parce que lui, il va raisonner comment le banquier va dire, ok, j'achète votre immeuble, mais je veux être sûr, premièrement, qu'il est bien conforme, qu'il n'y ait pas de problème d'urbanisme, hein, qu'il y ait bien un permis de construire, le bâtiment soit bien conforme, pour être sûr que si vous me lâchez, je puisse le revendre. Et puis, il va être sûr que le locataire, c'est une société qui soit viable. Sinon, il ne va pas recevoir ses redevances. Donc sinon, il finance tout. Donc moi, des clients qui sont ric-rac sur l'apport, qui ne veulent pas mettre l'apport, ils passent par ce biais-là de crédit bail immobilier. Une autre question? Je vais enlever les écouteurs, parce que je crois qu'avec les écouteurs, c'est... Si je sépare le loyer, si je l'achète en privé et que je l'exploitation, comment je définis mon loyer? Alors, comment on le définit le loyer? Alors, je vais vous dire ce qui se fait en pratique et ce qui devrait se faire. Voilà. Alors, en pratique, ce qui se fait, c'est qu'on fixe le loyer à peu près au montant de ses échéances d'emprunt et puis en plus, on calcule pour qu'on ait l'imposition qui va bien avec. Ce n'est pas la bonne manière de faire, évidemment. Alors, en pratique, ce n'est pas complètement faux parce que si vous avez fait un investissement correct, en général, la rentabilité fait que ça colle à peu près. Mais en réalité, votre loyer devrait être fixé en fonction de la valeur locative en tant que telle. Hein. C'est-à-dire quels sont les loyers de locaux équivalents dans le secteur. Donc parfois, c'est difficile à fixer parce qu'il y a très peu de locaux équivalents. Vous avez un local d'entrepôt qui est le seul dans le coin. Bon, là, vous avez un peu de latitude. Sinon, les impôts pourraient vous reprocher. Alors, d'une part, les impôts pourraient vous reprocher d'avoir un surloyer. C'est-à-dire que vous vous enrichissez à titre personnel au titre de votre SCI à l'encontre de l'exploitation. Et surtout, si votre exploitation fait faillite, le liquidateur, il dirait, bah oui, attendez, vous êtes gentil, mais votre exploitation, elle a pris le bouillon.
Parce que votre loyer est trop important, donc vous êtes enrichi sur la bête en fait. Hein. Donc il faut rester dans des canons à peu près acceptables et surtout défendables. Voilà. Je ne sais pas si c'est la même question, mais en fait, c'est que vous prenez le crédit bail. Disons par exemple, vous avez un restaurant. Vous prenez un crédit bail et vous louez maintenant les locaux à votre restaurant. Oui, alors oui, c'est faisable. C'est-à-dire que là, vous avez un système, vous avez un crédit bailleur qui va louer à un crédit preneur qui est votre SCI, qui elle-même va sous-louer à la société d'exploitation. Ce qui fait qu'il y a un sous-loyer qui arrive sur la SCI et la SCI va payer une redevance au crédit bailleur. Ça se fait très souvent. Hein, c'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se fait. Ou parfois en direct par la société qui exploite le restaurant, par la SRL ou la SAS. Voilà. Peut-être une dernière question, parce que je pense qu'après le temps... Non, ça va? Encore 4 minutes, parfait, 5 minutes, parfait. D'autres questions? Le crowdfunding là, Oui. mobilier, est-ce que vous pouvez encore expliquer qu'est-ce que ça Ouais, je suis passé assez vite dessus parce que c'est pas... Alors le crowdfunding, alors je vous ai pris plein de notes, c'est bien. Le crowdfunding immobilier, ça peut être un mode de financement. Le banquier ne vous suit pas tout à fait. Vous avez besoin de... En général, ça se fait. Soit vous présentez votre projet, vous voulez créer votre restaurant, vous avez un concept novateur, il y a des sites de crowdfunding, vous allez mettre votre projet sur le site, et à partir du moment où vous avez un certain nombre de personnes qui croient dans votre projet, à partir du moment où vous arrivez à un certain seuil d'argent, eh ben, le projet pourra se faire, et donc vous allez bénéficier de l'argent, je dirais, de la foule. Hein. C'est ça, gros, c'est la foule, des internautes qui croient dans votre projet. Ça marche bien pour créer votre entreprise. Pour l'immobilier, ça marche moins bien parce que, en fait, voilà, la rentabilité n'est pas la même, etc. En revanche, ça se fait un petit peu pour des promoteurs immobiliers. Un promoteur immobilier qui va vouloir lever des fonds, faire une levée de fonds auprès d'investisseurs. Le banquier ne le suit pas forcément. Et ben, il va dire OK, merci pour l'argent. Par contre, moi, je m'engage à vous rembourser un capital, le capital que vous avez versé, et puis des intérêts. Des intérêts en général qui peuvent être entre 9 et 11%. C'est souvent ce qui se fait. Donc il y a une bonne rentabilité. Et ça, vous touchez vos intérêts, vous ne touchez à rien pendant un an et demi, 2 ans, le temps que ça se construise. Donc ça, c'est fixé dès le début. Et après, vous touchez votre intérêt, qui est un bon intérêt. Mais du coup, vous ne pouvez pas toucher votre capital. Il est bloqué pendant 1 ou 2 ans. Voilà. Donc ce n'est pas forcément adapté à quelqu'un qui veut acheter son local professionnel. Voilà. Petite question, une dernière ou 2 questions? Non? Bon, bah écoutez, merci bien à tous pour votre attention. Et puis bah voilà, c'est un beau projet d'acheter son immobilier d'entreprise. Il faut juste consulter un professionnel pour voir quel est le bon biais. Parce qu'une fois que c'est mal enclenché, après c'est un peu compliqué de pouvoir le ressortir. Et donc il faut mieux anticiper, prévoir en amont. Et pour après que ça roule tout seul, ne serait-ce qu'en termes de présentation près de votre banquier. Voilà. Si vous arrivez devant le banquier, vous dites bah voilà, je sais pas trop. Non, lui il va falloir lui présenter un projet. Voilà, je veux acheter comme ça. Voilà ma société, voilà mon projet, voilà mon loyer, voilà la rentabilité que j'attends. Pourquoi je fixe le loyer? Parce que justement ça correspond au loyer du voisinage, etc., etc. Voilà, faut pouvoir un petit peu expliquer tout ça. Voilà, merci bien.